Bien, mes chers collègues, je déclare donc ouvert cette session normale, ordinaire, du Conseil municipal, 8e de notre mandature. Je vais vous proposer de prendre comme secrétaire de séance notre Benjamin, Monsieur Charpentier, s'il accepte cette lourde tâche. Merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Monsieur Gachet, qui est en réunion, à Monsieur Perrier. Le pouvoir de Madame Labarsouk, de Mademoiselle Labarsouk, pardon, à Monsieur Bonin. Le pouvoir de Monsieur Caillé à Monsieur Charpentier. Le pouvoir de Monsieur Dedieu à Madame Sureau. Le pouvoir de Madame Bambuc à Monsieur Nolot. Et nous aurons en cours de séance Madame Saint-Lô qui sera obligée de nous quitter et qui a donné donc son pouvoir à Madame Monique Reculot dès lors qu'elle aura quitté donc bien sûr cette assemblée. Nous avons approuvé un procès-verbal du conseil municipal, celui du 30 septembre 2014. Y a-t-il des remarques ? Il y avait eu un changement qui avait été notifié. Oui. Si nos votes ont bien été compris en contre sur le procès-verbal, on acceptera le procès-verbal. Oui, il y avait eu une erreur matérielle qui avait été notifiée et renvoyée. Donc, vous ne l'avez pas eu ? On n'a pas eu le deuxième procès-verbal. Ah. Non. Ah, c'est une erreur, pardonnez-nous. Donc ça avait été rectifié. Hein, l'erreur matérielle avait été rectifiée. On demandera. Voilà. Mais on va vous la renvoyer, d'accord. Donc sur cette condition-là, vous acceptez donc le procès-verbal donc, qui est considéré comme adopté. Nous avons donc un certain nombre de délibérations à voir ce soir, à commencer donc par celle du budget principal, où il va y avoir une participation depuis le budget principal qui va être versé, si vous le voulez bien, sur le budget lotissement en zone. Je vous rappelle un petit peu quelles étaient les décisions qui avaient été prises dans ce domaine, c'est-à-dire que tout ce qui vient du domaine économique est reversé donc sur les budgets économiques, donc ici le budget zone. Il s'agit là en particulier donc de la taxe d'aménagement qui a été versée. Alors pour sa première partie, il y a une deuxième partie qui est identique par le centre Leclerc, donc de 260 000 €. Et il s'agit donc de verser ce montant sur le budget lotissement, hein, si vous le voulez bien, donc à partir du compte donc 67 441. Avez-vous des questions, des remarques ? Oui, monsieur Nolot ? Nous voterons donc pour cette participation de 260 000 €. Par contre, nous regrettons que ce budget lotissement n'ait pas été régulé régulièrement sur les ventes et que ces 260 000 € auraient pu servir pour le budget principal pour cette année et les 260 000 pour l'année prochaine. Alors je vous rappelle quel était le contexte. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où il a fallu construire des zones économiques, du fait du contexte de la ville, c'est-à-dire le fait d'avoir tout le sud de la ville qui est en Natura 2000, tout le nord qui est protégé, alors en particulier à cause du forage de Sainte-Germaine, et une rupture qui est due tout simplement à la rocade, avec des terrains agricoles qui représentent une activité économique qui est réelle et qui est importante, et donc avec des terrains agricoles qui sont de bonne teneur. On n'avait qu'un seul endroit pour pouvoir les faire, c'est-à-dire dans la continuité des zones économiques qui avaient été initiées par nos prédécesseurs et qui se trouvent donc dans la partie médiane, mais est de la ville. Or, pour pouvoir faire cette zone économique sur une surface qui était compatible avec les projets d'extension qui existaient à l'époque, il fallait faire des investissements qui étaient des investissements relativement lourds. Et il avait été prévu à l'époque donc de faire un lotissement qui forcément était en déficit parce qu'il y avait plusieurs zones où il y avait des postes de relevage, des choses comme ça, et pour pouvoir amener donc tous les fluides qui étaient supérieurs au prix que l'on pouvait vendre, bien entendu, le mètre carré, si jamais on voulait rester compétitif par rapport aux communes avoisinantes. Je vous rappelle qu'à l'époque, la communauté de communes n'était pas encore en place et du centre n'appartenait pas à cette communauté de communes. On était donc
en compétition directe avec les Manines-Régnier, avec toutes les zones économiques qu'on connaît à côté, et en particulier donc Saint-Gem. Donc c'était un des moyens de pouvoir développer. On savait qu'on allait pouvoir équilibrer donc ce compte lorsqu'il y aurait eu d'autres extensions qui étaient au-delà de la zone qui était pensée premièrement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une extension du côté du centre Leclerc, les aménagements qui avaient été faits sur cette première zone servent à la deuxième zone. Et donc, c'est pour ça que les taxes d'aménagement et les taxes qui viennent donc de ces entreprises vont être reversées systématiquement sur ce budget. En fait, c'est tout simplement une extension de l'assiette de cette zone industrielle qui est aujourd'hui en phase de développement, même si on ne l'appelle pas tel quel, puisque ça demanderait donc des études et pas mal de choses. En fait, ce n'est que la continuité de quelque chose que l'on avait imaginé à l'époque et qui est en train de se réaliser. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, à chaque fois qu'il y a eu une vente qui s'est faite sur ces zones, ça a bien sûr servi à équilibrer donc le budget, le budget lotissement. Donc il n'y a pas eu de sortie du budget lotissement. Je vous avais demandé plusieurs fois en commission combien de terrain il restait et combien il restait. Oui, je peux vous répondre. Je vous ai dit que vous l'auriez en détail. Donc si vous voulez, sur ces zones à l'heure actuelle, je peux vous le dire, on est, et ça vous l'aurez dans le compte administratif largement, nous avons à l'heure actuelle donc 2 terrains qui restent, qui sont de 131 520 € et de 126 520 € d'un côté. Nous avons à venir la deuxième taxe donc de 260 000 € qui va venir donc l'année prochaine. Nous avons un compte de stock qui est aujourd'hui de 730 591,48 €, mais nous avons derrière un dû économique par la communauté de communes qui est de 628 751 €. En d'autres termes, nous avons, si vous voulez, aujourd'hui un compte de stock à fin 2014, ce qui vous sera donné, qui est de l'ordre de 730 000, un peu plus de 730 000, et nous avons derrière une recette attendue de 858 000. Donc nous sommes 878 000. Donc nous sommes largement bénéficiaires, si vous voulez, au bout du compte, par rapport au montage qui avait été fait donc à l'époque. Si vous vendez les derniers terrains. De toute façon, vous ne pouvez pas. De toute façon, la règle est simple. Vous ne pouvez pas clôturer le budget si jamais vous ne vendez pas les derniers terrains. Alors ces derniers terrains, on peut tout à fait aussi imaginer qu'ils soient, comme ça a été fait à Chanay, achetés par la communauté de communes. On boucle le budget et derrière, ça revient de la compétence communauté de communes. Si l'Intercom veut récupérer. De toute façon, il y a une préconisation, puisque vous savez que l'intercommunalité a eu un contrôle de la Cour régionale des comptes, et qu'il y a une préconisation de la Cour régionale des comptes d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, puis ça a été fait sur Chanay. Je pense que c'est quelque chose qu'on va discuter tout à fait prochainement. Par contre, je mettrais juste un bémol par rapport à ce que vous avez dit sur l'aménagement de ces terrains-là. Si je prends la zone de Saint-Gem-la-Plaine, j'ai vu récemment dans le journal, et ça m'a assez surpris, que les terrains en vente étaient à 12 € le mètre carré et que la taxe d'aménagement était à 1%. J'ai un peu de mal à comprendre en 500 mètres linéaires quelle différence parce que en aménagement. Dans la zone de Saint-Gem-la-Plaine, vous n'avez pas tous les réseaux qu'on a ici. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'alimentation des réseaux, il se fait à partir des points qui sont des points à l'intérieur de la commune. Donc si vous voulez, nous avons un contrebas sur lequel il a fallu agir par un certain nombre de pompes de relevage qui ont coûté relativement cher. Et c'est pour ça que vous avez un montant qui est un montant relativement élevé au mètre carré. Dans cette première partie, j'insiste, parce que si jamais on avait une assiette qui était une assiette plus large, on n'aurait pas du tout les chiffres que vous avez ici. Mais il faut toute chose raisonner, c'est-à-dire que dans le développement qui était un développement normal, et vous savez comment ça se passe dans un plan local d'urbanisme ou bien dans un POS, c'est qu'on est obligé de se ramener à la surface, qui est quelque chose donc de tangiblement objectif par rapport au développement qui existe à un temps donné. Donc on n'avait pas d'autre choix que de faire cette chose-là. D'ailleurs, à l'époque, vos prédécesseurs qui étaient à votre place dans l'opposition avaient voté pour. Quand même, vous les avez suivis. Voilà. Bon. On verra ça.
Bien, donc, si j'ai répondu? Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez bien, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite une deuxième délibération sur le budget annexe de la maison de santé Esculape, avec une décision modificative numéro 1. Alors, pourquoi cette décision modificative? Nous sommes à la première année d'exploitation globale et par rapport, donc, si vous voulez, à un budget initialement prévu, nous sommes en dessous des dépenses de fonctionnement qui avaient été prévues, ce qui est une bonne nouvelle. Mais par contre, nous avons des comptes qui ont besoin d'être abondés, en particulier dans les frais de télécommunication et dans les taxes foncières. Donc je vous propose, pour pouvoir régulariser ces deux comptes, sachant que globalement, on est plutôt en amélioration par rapport à ce qui avait été prévu initialement, nous avons besoin de 4 000 € en frais de télécommunication et 4 000 € en taxes foncières. Je vous propose de prendre ces montants sur les charges de subvention courante pour 400 €, sur les intérêts pour 3 700 € et sur les autres charges exceptionnelles pour 3 900 €, ce qui fait 8 000 € donc des deux côtés et qui l'équilibre parfaitement. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Troisième délibération, qui est une délibération que je vous propose de prendre suite à une demande et une intervention donc, du comptable du Trésor. Alors, je vous rappelle que, parce que c'est souvent, on est un petit peu embrouillé du fait des noms des différents budgets. Le budget zone industrielle était en fait celui qui autrefois gérait l'ensemble des ateliers relais. Donc vous aviez des ateliers relais à l'époque qui étaient dans les zones économiques et les zones industrielles. D'où le nom budget annexe zone industrielle, alors qu'aujourd'hui, il ne reste qu'un seul atelier relais, c'est celui de Sténico qui se trouve dans le centre-ville. Et donc, bien sûr, on n'a pas pu changer le nom, mais de fait de l'historique, ce budget zone industrielle, en fait, concerne un bâtiment qui est à l'intérieur du centre-ville. Un peu compliqué, mais c'est l'histoire donc qu'il l'explique. Donc, le comptable du Trésor nous demande, puisque nous ne sommes pas sur une M14, mais sur une autre forme de budget, nous a demandé finalement d'amortir le bâtiment, ce qui n'était pas initialement prévu. Donc cet amortissement va faire l'objet d'un certain nombre d'écritures. Donc vous voyez, ils sont tous en 0,41 donc, et tous dans les comptes 21. Donc ce sont vraiment de case à case pour faire des écritures comptables. C'est dans l'investissement de sortir l'immeuble de rapport pour le montant de son investissement de 442 400 et de le prendre sur deux autres comptes qui sont les autres constructions et les bâtiments publics, ce qui permet donc d'inscrire l'amortissement de ces bâtiments. Vous avez des remarques ou des questions? Oui. Sur les 442 000 €, là, c'est quoi? C'est le rachat? C'est de l'amortissement. C'est de l'amortissement. Donc, si vous voulez, vous avez un bâtiment, l'amortissement, je vous rappelle, vous avez un bâtiment, par exemple, qui coûte 600 000 €, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, vous les amortissez sur 20 ans, donc chaque année, vous ressortez 1/20 de la valeur du bâtiment pour le faire amortissement, pour l'amortir, comme si c'est une provision, en fait, si vous voulez, comme si vous aviez à le remplacer. Comptablement, ça se passe comme ça. Donc là, aujourd'hui, par rapport à la totalité de la valeur du bâtiment initial, il y a 442 400 qui n'avaient pas été provisionnés jusque-là, puisqu'il n'y en avait pas la nécessité de par ce qui nous avait été proposé par le comptable du Trésor, qui maintenant nous demande de l'amortir. Mais par contre, les valeurs étaient à l'intérieur des comptes. Donc c'est uniquement pour rétablir les comptes selon la demande donc, du trésorier. C'est un budget, lui, qui par contre est en excédent. Voilà. Parce que, si vous voulez, il a été très longtemps en déficit. Et puis, quand maintenant, il n'y a plus que cette... Enfin,
où j'allais dire, les loyers sont supérieurs au coût des amortissements. Donc voilà, on a dessus bien sûr un montant qui est un montant qui chaque année donc abonde dans le sens de l'excédent. Donc si je n'ai pas d'autres questions, je vous propose... Pardon. Les recettes des bâtiments publics, c'est les recettes de quel bâtiment? C'est le bâtiment Sténico au centre-ville, c'est les loyers. D'accord. Voilà. Ok, pas d'autres questions, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Alors, quatrième délibération, c'est une délibération qu'on se doit faire donc toutes les années sur les cessions et les acquisitions immobilières, donc au cours d'un exercice qui est un exercice précédent. Donc vous l'avez ici, en 2013, nous avons donc acquis un certain nombre de terrains pour une valeur globale de 1 euro. Hein, donc vous avez là la liste, et nous avons donc cédé 2 terrains, un Thermix Vendée et puis l'autre donc avenue Wilson, pour les montants qui sont là. Voilà, donc c'est juste une délibération pour que vous puissiez constater le bilan des acquisitions et des cessions qui ont été faites au cours de l'année 2013. Question? D'accord, donc vous constatez, vous êtes d'accord? Donc on constate, merci. Nous avons ensuite une 5e délibération pour une vente alors dans les zones lotissement. C'est pour ça d'ailleurs il y a tout à l'heure un terrain dont je ne vous ai pas parlé. C'était celui-là, puisque nous allons le vendre donc au cours de ce conseil municipal. Il s'agit de vendre à l'entreprise Stram, donc tenue par M. Stramandino, qui à l'heure actuelle est à l'intérieur de la pépinière d'entreprise de la communauté de communes. Donc vous savez que dans les pépinières d'entreprise, on peut faire des locations qui vont durer pendant 2 années plus une. Et donc là, M. Stramandino arrive à la 3e année d'exercice et donc doit se trouver un local. Il a souhaité rester sur la zone sur laquelle il était et rester à Luçon, et nous a demandé donc la possibilité de pouvoir trouver un terrain. On lui a trouvé donc un terrain qui lui convenait, donc qui est donc vous voyez du côté de je suis en train de chercher oui, du côté de Fermeneuve, mais là non, vous avez le magasin de Lidl. Voilà, merci. J'ai cherché du côté de Lidl. Je cherchais le nom de l'enseigne. Et donc qui représente donc 1551 mètres carrés. Donc c'est un prix de 20 euros hors taxe. Donc on a un prix de vente donc de 30 220 euros hors taxe. Alors je vous rappelle aussi qu'il y a quelques terrains qui appartiennent encore à la communauté de communes, mais qui sont beaucoup plus grands, qui ne répondaient pas à la demande de M. Stramandino, et que nous avons des prix qui sont des prix similaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous, qui est bien entendu la règle qui existe dans une communauté de communes comme la nôtre. Voilà donc, si vous voulez, sur le fond, je dirais que M. Stramandino est un chef d'entreprise qui est dans le domaine de la mécanique de précision et qui fait beaucoup de sous-traitance dans le domaine de la robotique, donc qui fait partie de ces entreprises qui sont vraiment dans les entreprises d'excellence de la ville de Luçon, puisqu'on a ici un nombre d'entrepreneurs, tant dans le domaine de la robotique que dans la mécanique de précision, qui sont tout à fait remarquables et remarqués d'ailleurs. On aura certainement à en reparler dans les mois à venir, dans l'évolution qui peut exister sur la manière d'aborder la gestion donc, des zones économiques et surtout de l'image de Luçon auprès de ces entreprises. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité. Merci, parce que si jamais on n'avait pas voté ça, M. Stramandino aurait été vraiment dans l'ennui, parce qu'il a à peine le temps pour pouvoir monter son dossier.
Nous allons passer à la 6e délibération, donc programme Habiter mieux, et il s'agit d'une subvention qui va être traitée par Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération B 4107 en date du 27 septembre 2011, approuvant une aide de 250 € pour les propriétaires désirant réaliser des travaux d'amélioration et d'économie d'énergie dans leur logement, considérant la possibilité pour Madame Chantal Belon de bénéficier de cette aide, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2014, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 250 € à Madame Chantal Belon, 10 rue Richelieu à Luçon, sous réserve de la conformité des travaux avec le projet validé par l'ANA. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal. C'est Madame Chantal Belon et pas Chantal Belon-Piton. C'est un problème de copier-coller, hein, puisque la subvention précédente était pour Monsieur Julien Piton, donc je pense que c'est pour ça. Donc on enlèvera juste le... C'est pas qu'ils se sont mariés entre-temps. Non, je pense pas, non. Et je rappelle que cette subvention vient s'ajouter à celle du Conseil général et surtout de l'ANA, puisque celles de l'ANA seront bien sûr plus importantes. Voilà. Entendu. Donc l'application d'une délibération que nous avons prise il y a quelque temps sur l'amélioration donc des économies d'énergie. Des remarques, des questions? Non. Donc je vous soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Cette délibération subvention pour la restauration des façades, la parole est à Madame Simonet. Pardon. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006, accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre de la zone PPAUP, vu le certificat de conformité des travaux établis par Madame Niguez, architecte chargée de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2014, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde la subvention suivante pour M. Stéphane Renaud, 10 rue du Corridor, 855,29 €. Dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise M. le maire ou M. Daniel Gachet, adjoint au maire, à signer tout document à venir se rapporter à cette affaire. Se rapportant à cette affaire. Donc là encore, l'application d'une des délibérations que nous avons prises sur l'amélioration de l'habitat et en particulier des façades. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Pour faire suite à la réunion qu'il y a eu juste avant ce conseil municipal, nous allons parler maintenant du plan communal de sauvegarde et ce sujet va bien sûr être traité par Monsieur Bonnat. Merci Monsieur le maire. Bon, je vais simplement donc vous lire la délibération parce que tout à l'heure on a passé suffisamment de temps à décrire ce qu'était le plan communal de sauvegarde. Donc Monsieur le maire informe le conseil municipal que le plan communal de sauvegarde vient d'être élaboré. Il a rappelé que la commune a travaillé avec la cellule PCS de l'association des maires et présidents de la communauté de Vendée, avec laquelle une convention a été signée. Le PCS est présenté au conseil municipal pour délibération après avoir été présenté en préfecture le 8 octobre 2014. Monsieur le maire prendra alors un arrêté pour valider le PCS et la commune, et ainsi le rendre opérationnel. Le PCS a été formalisé. Les procédures qui en découlent doivent être connues des élus et des agents. Présentation des aléas, des enjeux, diagnostic des risques de la commune. Organisation communale, organigramme, modalité du déclenchement du plan communal, les stratégies d'action, moyens de communication communaux et d'alerte, la sauvegarde de la population, la sécurisation des zones, l'accueil, l'hébergement et le ravitaillement de la population. Également l'annuaire de crise, le recensement des moyens humains et matériels internes et externes. Une fois le PCS validé, les élus et les agents seront formés aux modalités d'application de la mise en œuvre du plan communal et la population sera informée par un article dans le bulletin municipal et via le DICRIM, qui est le document d'information communale sur les risques majeurs, qui sera diffusé fin d'année 2014 ou début d'année 2015 dans chaque foyer.
À ce propos, donc, une réunion publique aura lieu également donc, dans le courant du mois de janvier auprès de la population pour informer de ce qu'est justement ce plan communal. Je voudrais en profiter pour remercier les services techniques qui ont travaillé depuis bientôt 2 ans pour élaborer ce plan communal, le travail avec sérieux qu'ils ont produit, également le service communication qui a mis en place aussi le document qu'on appelle le DICRIM. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des Affaires Générales, Sécurité et Cadre de Vie du 3 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal valide le plan communal de sauvegarde. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions sur ce plan communal de sauvegarde par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure? Non, on aurait voulu être associé au moins une personne pour suivre, même si vous savez, c'est tout à fait très confiance. technique ce truc-là. Oui, tout à fait. Très technique, et c'est les techniciens Il me surtout semblait, il me semblait avoir été, moi, intégré dans cette... il va y avoir eu une commission, je pense, de souvenirs, de mémoire. Et je n'ai jamais été convoqué. Donc, je regrette simplement ce fait-là. Après, c'est technique, je le comprends, que le personnel ait travaillé dessus et correctement, on n'en doute pas non plus. Voilà, c'est tout. Voilà, donc, en tout cas, adopter... Oui, pardon. Simplement pour répondre, c'est vrai que la mise en place donc, de ce plan s'est produit donc, sur les 2 dernières années. Et l'année dernière, nous étions en période électorale, donc il était assez compliqué effectivement de faire des réunions de travail de ce type. Non mais tout simplement, non mais pour argumenter. Voilà. Très bien. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, sur certaines choses. alors j'ai entendu, quoi qu'il en soit, bon, ce plan communal de sauvegarde, qui est un document obligatoire et qui est pour la sécurité donc, de nos concitoyens, aujourd'hui élaboré et donc qui va pouvoir être mis en place d'une manière très formelle. Donc voilà, je pense que l'exposé qui a été fait tout à l'heure par M. Bonin et par Marc-André Puot était assez... montrer assez quelle était la qualité du travail qui avait été fait par les services. Oui, Madame Bourguignon. Moi, j'interviens juste en simple citoyenne et maman. Et c'est vrai que quand je vois ce plan, il est très bien fait. Hein. Par contre, je vois la zone à risque réel. Moi, j'habite pas très loin. C'est ammoniac, explosion ou autre chose. Et je suis quand même étonnée que la piscine se mette là, parce que mes enfants vont aller dans la piscine. Donc je suis quand même étonnée, voilà, après voir ça, de me dire quand même qu'on met la piscine à cet endroit-là. Voilà. Mais c'est après mon interrogation, moi, de citoyenne, et moi, je tenais à le dire quand même. Voilà. Très honnêtement, si vous voulez, c'est que tout bâtiment qui a un produit chimique quelconque doit être noté, mais... vous imaginez bien qu'à ce moment-là, si jamais on avait un danger qui était réel, et si jamais on avait par exemple une entreprise qui était une entreprise Céveso, on n'aurait d'abord pas l'autorisation de mettre des habitations aux alentours. Hein, voilà. La seule chose, c'est qu'on est tenu, lorsqu'on fait ce genre de plan communal de sauvegarde, on est tenu tout simplement de déterminer les entreprises sur lesquelles il peut y avoir donc des éléments qui seraient des éléments qui, en cas de problème, pourraient s'échapper dans la nature. Imaginons que nous ayons un accident qui est un accident majeur au niveau de Rial. Les pompiers qui interviendraient savent qu'ils ont à ce moment-là un danger face à l'ammoniac. Hein, ça ne veut pas dire que les habitations qui sont juste à côté vont avoir un danger immédiat par rapport à ce produit-là. Le tout, c'est qu'il faut recenser ces produits. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Non pas sur quelque chose qui est une émanation. On n'est pas sur un établissement Céveso. Hein, parce que ça, c'est autre chose. Non, on n'est pas sur un établissement Céveso. C'est-à-dire explosion avec possibilité donc d'avoir un gaz qui se répand, on est en Céveso. Hein, là, c'est pas le cas. On dit tout simplement qu'il y a de l'ammoniac qui est présent et que si jamais, pour une raison ou pour une autre, les pompiers sont obligés d'intervenir, ils savent qu'il y a de la présence de l'ammoniac dans les locaux. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Dans d'autres temps, la résidence Sovalski, par exemple, n'aurait pas été construite. Elle est vraiment à proximité de Rial. Il y a quand même de l'habitat assez conséquent à ce niveau-là. Donc effectivement, on n'est pas classé Céveso pour cette usine. Il n'y a pas de problème. Voilà.
Oui, du coup, vous inquiétez Madame Thibault qui habite juste à côté. Donc, voilà. Donc, je vais vous demander si vous validez ce plan communal donc, de sauvegarde. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc, je présume que c'est à l'unanimité. Et je vous en remercie. Nous avons ensuite la 9e délibération, annulation de l'arrêt de la révision générale du PLU. Alors, je vous rappelle un petit peu ce qu'il en est. Nous avons arrêté la révision générale, donc numéro 1 donc, du PLU, et nous l'avons présenté donc, aux personnes publiques associées de l'État. Vous avez là-dedans donc l'autorité environnementale, vous avez la commission départementale de la consommation et des espaces agricoles et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. On a reçu un avis défavorable tout simplement sur le fait qu'ils nous pensent que nous avons des zones économiques qui sont trop importantes et ils nous demandent de réduire aussi quelques zones d'habitat. Il faut savoir que si on en est arrivé là, quand on a commencé donc, cette révision générale du PLU, on était sur le Grenelle de l'environnement et on le connaissait, mais nous avons eu la loi Allure depuis, qui a considérablement renforcé les préconisations donc, du Grenelle de l'environnement. Et le cabinet qui nous a accompagnés dans cette révision générale du PLU et qui nous a proposé le premier arrêt, a été pris un peu de court par rapport donc, à ces applications, en particulier de la loi Allure. Donc on va répondre bien entendu à ce qu'ils nous demandent. Et donc pour cela, il faut tenir compte de ces remarques, prendre en compte les remarques formulées et puis les appliquer. Et ça nous permet au passage d'intégrer un nouveau dossier, puisque vous savez qu'on parlait de Rial tout à l'heure, vous savez que Rial est en train de changer son activité, en particulier il fait maintenant beaucoup de mozzarella. C'est même exclusivement de la mozzarella, puisque depuis que les Chinois mangent de la pizza, la demande mondiale en mozzarella a littéralement explosé, et que le groupe Rial, qui avait jusqu'à maintenant son site à Herbignac, a besoin d'un autre site. Il a choisi Luçon donc pour le faire. Alors, tant mieux pour cela, mais du coup il faut qu'il fasse à la demande d'ailleurs des services de l'État, il faut qu'ils modifient leur station d'épuration. Et pour la modification de la station d'épuration, nous avons besoin de faire une petite modification, puisqu'il est en Natura 2000, une petite modification donc du règlement qui règle cette partie donc sur laquelle sont les stations d'épuration donc de Rial. Donc on en profite pour les intégrer, sachant qu'en parallèle, on fait aussi une demande spéciale de manière à aller le plus vite possible et que Rial puisse bien sûr réaliser ces travaux qui sont nécessaires à ce que ce projet qui s'appelle le projet Richelieu soit en pleine activité le plus rapidement possible. Je vous rappelle que derrière, il y a quand même 70 emplois à la clé. Et il y en a déjà eu une cinquantaine de réalisés, il y en a encore 20 autres derrière, donc autant le faire le plus rapidement possible. Voilà, donc, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, je vous propose, donc, si vous voulez bien, d'annuler l'arrêt donc, du PLU et de me permettre de signer toutes les PS afférentes à ce dossier, sachant que nous allons reproposer très prochainement une version numéro 2, plus en adéquation avec la demande des personnes publiques associées. J'ai des questions. Je vous en prie. Alors déjà, pour rappel, on avait voté contre cet arrêt, entre autres pour l'emplacement de la piscine. Oui, qui n'est pas dedans. Enfin, oui, je sais, mais ça fait effet quand même. Ouais. Deuxièmement, quand vous dites que le cabinet SE a été pris de court, j'ai fait à peu près toutes les réunions sur ces commissions-là. Elle a toujours mis en garde le fait qu'on avait anticipé et on avait inscrit de la consommation foncière trop importante par rapport à l'évolution démographique et aussi par rapport à l'évolution économique. Non, pas tout à fait. Si. Pas tout à fait, parce que... J'ai fait
J'ai fait quasiment toutes les réunions, elle l'a dit à plusieurs reprises. J'ai pas entendu la même chose que vous. Ce que j'ai moi, entendu de la part, je l'ai très bien entendu. ce que j'ai entendu de la part de Je vous l'ai SCE, même répété ce qu'a dit la SCE, elle a dit qu'il fallait sans doute réduire à certaines zones, alors remplir les dents creuses, et réduire certaines zones, et on avait déjà réduit la ZAC. Oui, Donc, vous vous rappelez. Par contre, sur les zones industrielles, je suis d'accord avec vous. Il l'avait dit. La seule chose, c'est que on avait insisté sur le fait qu'on garde les zones industrielles, parce que si aujourd'hui il y a un ralentissement des demandes industrielles du fait de la crise économique, personne ne peut dire, d'ailleurs, du point de vue de l'habitat, c'est rigoureusement la même chose. Personne ne peut dire ce que sera les choses dans 5 ans. Si jamais on a un redémarrage économique... Vous parliez de ça parce que hier à la réunion, vous avez quand même dit que vous développez l'industriel sur la zone de Saint-Hermine. Alors pourquoi garder Non mais attendez. Non, mais pourquoi garder des terrains alors que vous avez indiqué hier à la réunion que le développement industriel était sur le SMPVA de Saint-Hermine? Non, mais quand vous avez des zones industrielles, sur les zones industrielles... Non mais... Sur les zones industrielles. Donc j'ai dit l'industrie lourde. L'industrie lourde apporte de l'emploi sur la ville. Non mais, monsieur Nolot, si vous me permettiez de terminer allez-y. mon propos, ce que j'ai dit, c'est que nous avions l'industrie lourde que nous ne pourrions pas mettre ici. Alors pour les raisons, Mme Bourguignon y insistait tout à l'heure en disant, lorsqu'on a des entreprises qui sont dangereuses. Est-ce que je peux terminer, monsieur Nolot, s'il vous plaît? Allez-y. Bon, je vous remercie, c'est aimable à vous. J'ai pas fini. C'est pas aimable à vous, mais j'ai bien compris. Je termine sur ce point-là. J'ai dit tout simplement que lorsque vous avez des industries lourdes, on se servait des terrains du SMPVA, qui étaient plus loin, c'est vrai, de la ville, mais qui développaient aussi de l'emploi sur le coin. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'il y avait les cartes qui étaient données des développements de l'emploi, celui du Vendéopole de Saint-Hermine était en rouge. Alors qu'entre les deux, il n'y avait pas. Donc il y avait des développements de l'emploi. Si, il y avait du développement de l'emploi en rouge sur Luçon, vous avez mal vu. Vous avez mal vu. J'ai très bien vu. Je vous remontrerai. Vous voyez, ce qui est désagréable, monsieur Nolot, monsieur Nolot, ce qui est désagréable avec vous, ce qui est désagréable avec vous, c'est que vous déformez sans arrêt les dires en supprimant des petites phrases. C'est très désagréable parce que c'est pas du tout ce qui a été dit hier à la réunion. J'espère que ça a été filmé hier. Oui, mais je vous redonnerai les cartes et on en rediscutera ensemble. Donc là encore, je vous en prie, arrêtez de salir l'image de Luçon à travers des choses qui sont fausses. Vous avez fait ça pendant 6 ans la dernière fois. Bon, vous avez eu la réponse des Luçonnais nette et précise. Vous avez eu la réponse municipale depuis 2011. Vous avez eu la réponse des Luçonnais nette et précise. Vous avez 56%, un peu plus de 56% des gens qui n'ont pas apprécié ça. Donc ne continuez pas. Donc si vous vous permettez, je termine là-dessus. Le développement des zones économiques sur Luçon va toucher pas seulement l'industrie lourde, elle touche aussi le domaine du commerce, le domaine de l'artisanat. Et l'artisanat et le commerce, bien sûr que nous allons le développer un maximum sur la ville de Luçon. Or, je peux terminer, s'il vous plaît. Je vous laisserai parler. Mais non, mais attendez, je voudrais terminer une phrase. 30 secondes, vous parlez 2 minutes. Mais je vais vous laisser parler, mais laissez-moi terminer ma phrase. Je vous en prie. Je vous rappelle que la règle... Non, mais je vous... Monsieur Delot, je vous rappelle la règle. C'est le maire qui donne le pouvoir de parler. Donc laissez-moi terminer, je vous donnerai la parole après. Bon, je vous rappelle que pouvoir développer des zones qui sont des zones artisanales et des zones commerciales, ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont en bordure visuelle et que nous les avions imaginées autour des rocades en particulier, puisque c'est du visuel qui est demandé aujourd'hui par les entreprises. Donc point final, à partir de là, on nous demande de les réduire, on va les réduire, mais ça n'empêche qu'on aura quand même une ambition qui est une ambition de développement pour cette ville, qui est une ambition qui me semble être à la hauteur de ce qu'il faut faire. Point final. Maintenant, je vous laisse la parole. Voilà, la question est de savoir, les entreprises voulaient aller le long de la rocade, et entre autres non loin de la rocade, donc sur la zone du Réto. Qu'est-ce qu'il en est de la zone du Réto? Excusez-moi, mais je ne comprends pas le sens de votre question. Je pose la question. Il y avait une ouverture sur cet arrêt de révision du PLU, sur l'ouverture en zone économique de la zone du Réto. Oui, je pense qu'on va le revoir ensemble. D'ailleurs, vous serez aux réunions, j'espère bien. On va le revoir ensemble. Je pense qu'on va garder une partie ici. La réduction des zones économiques vont certainement se faire partie dans les zones qui sont entre la route de Fontenay-le-Comte et la rocade extérieure, mais sur la partie ouest.
Vous voyez qu'il est certainement la partie qui est le plus en décalage par rapport aux zones actuelles. Il faut bien sûr faire une continuité de ce qui existe dans les zones actuelles en répondant aux demandes des entreprises. Qui est derrière Gémeaux et tout ça. Alors il y a celle-ci, mais il y a aussi dans la continuité de la zone du Réto. Mais peut-être pas jusqu'au bout, peut-être pas dans la totalité. Hein, et c'est là qu'on devra le réduire. Après, bon, on verra si jamais on n'est pas, parce qu'un PLU, logiquement, est fait pour 10 ans, on verra si jamais on est obligé de mettre moins de 10 ans pour recréer un autre PLU. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait eu un excès, j'allais dire, de prudence de la part des personnes associées. Mais bon, c'est la règle, c'est la règle. On va le faire. Autre question, j'aimerais savoir pourquoi on a voté au Conseil communautaire cet arrêt de PLU en sachant que la réunion en préfecture a été faite avant. Quel est l'intérêt? Mais parce que, si vous voulez, c'est une procédure qui est une procédure normale, administrative, je vous le concède, hein, mais qui est une procédure administrative. D'ailleurs, souvenez-vous... C'était quoi le but? De faire voter un arrêt alors Mais parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire, même si jamais derrière, puisque sinon ça aurait remis par terre la procédure qui fait qu'on annule une délibération sur une révision générale, alors que la première révision générale n'est pas validée puisqu'il n'y a pas eu cet avis de la communauté de communes. D'ailleurs, je vous rappelle, puisque vous étiez présent, que j'ai dit que c'était un vote qui serait forcément remis puisque nous allions retirer donc aujourd'hui cette proposition numéro 1 de la révision générale du PLU. C'est une question de procédure administrative. Ouais, il faut faire avec. J'avais une question. Oui, ce que je regrette, c'est qu'il veut a priori, M. Gachet nous a informé qu'il y aurait encore 6 mois de délai. Des coûts supplémentaires, je suppose que le cabinet SCE va reprendre des honoraires là-dessus. Oui, il n'y aura pas grand-chose à revoir, puisque, si vous voulez, on sait là où on va tirer, et on sait maintenant ce qu'il en est. Donc le surplus de coûts n'est pas... et de toute façon, ne dépasse pas le budget initial qu'on avait proposé. Si on a déjà dépensé 54 000 € pour la révision de ce PLU. Vous savez, si jamais on devait faire au coup par coup, et c'est la raison pour laquelle on l'a fait le PLU, si on devait faire au coup par coup l'ensemble de ce qui a été pris dans le PLU, on en serait à plus de 100 000 €. Donc si jamais on a fait une révision du PLU, c'est parce qu'il y avait cette nécessité. Alors là où je vous suis à 200%, je trouve... Mais attendez. Il me semblait que c'était la préfecture qui avait demandé à réviser le PLU. Pas du tout. Pas du tout. Il me semblait. Parce qu'on avait fait des révisions... Non, pas du tout. C'était un choix de la ville. Non, mais attendez, il faut être exact lorsque vous dites quelque chose. Donc, si vous voulez, on avait des demandes individuelles qui étaient des demandes... Il y en avait 7 ou 8. Hein. Donc, à chaque fois que vous faites une demande, il faut mettre quasiment 10 000 € sur la table. Donc, on était entre 70 et 80 000 € pour pouvoir répondre de manière ponctuelle. Derrière, vous ne pouvez faire qu'une demande par an, en grosso modo. Donc, pour pouvoir répondre à cela, vous avez 8 ans pour pouvoir répondre à ces demandes individuelles. On l'a trouvé plus logique, puisqu'il était temps, si vous voulez, de reformater un certain nombre de choses. Il nous a semblé plus logique de faire le PLU. Alors après, sur le coût des études, voilà, combien je vous suis de dire que engager les collectivités à faire un nombre d'études qui sont, entre nous et à mon sens, stériles pour certaines, voire qui font des doublons par rapport à d'autres études qui ont été faites sur la ville. Là, je pense que tous les élus de France et de Navarre sont d'accord avec vous. Moi, je trouve que 56 000 € d'études pour arriver à une modification comme celle qu'on est arrivée, c'est prohibitif du point de vue du coût, mais c'est une obligation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et quelle que soit la personne qui serait à la direction de la ville, vous auriez rigoureusement les mêmes coûts. Hein, et écoutez tous les édiles de France dire rigoureusement la même chose. Il y en a marre de nous imposer des études qui sont ou redondantes ou qui ne servent à rien. Mais c'est la loi. Et dans ce domaine-là, la loi Allure n'a certainement pas arrangé les choses. Certainement pas arrangé les choses. Pourtant, c'est une loi qui est relativement récente. Juste dernier point, mais c'est... je vous trouve très optimiste sur l'usine Uriel sur la modification en Natura 2000. On sait la complexité qu'il y a pour déplacer une ligne en Natura 2000. J'espère pour le PLU que ça ne posera pas de problème et ne durera pas trop longtemps. Mais... Alors, je vais vous dire, c'est un travail qu'on fait en commun et d'une manière très volontariste avec Madame le sous-préfet, qui est, je vous le rappelle, la personne qui a quand même les pouvoirs sur les personnes qui représentent donc les autorités environnementales de l'État qui gèrent Natura 2000.
Donc, si jamais, à la demande de la sous-préfète, parce que, si vous voulez, il y a une demande du chef de l'État à l'heure actuelle de mettre en priorité l'emploi et le développement économique. Madame le sous-préfet applique à juste titre donc cette directive. Et là, dans le domaine, je vous rappelle qu'il y a le projet Ruchili derrière. C'est pour l'instant 50 emplois et plus 20 emplois derrière. Mais si jamais ils n'ont pas ça, ils seraient peut-être obligés de déménager et on perdrait plus de 100 emplois sur Luçon. Donc vous imaginez combien on met de poids dans cette modification avec l'aide, mais très volontariste, de la part de Madame le sous-préfet. Donc je suis assez optimiste, au contraire de vous, là-dessus. J'espère. Non, mais c'est pas ça. Oui. C'est parce qu'il y a eu une mise en demeure de la société Ariel sur le refroidissement. Hein. Il y a eu des rejets. Alors, Donc- c'est pas une mise en demeure, c'est une préconisation. Mais, Moi, je l'ai vu mise en demeure. oui, c'est une préconisation à la demande. Alors c'est là d'ailleurs que c'est assez amusant, parce que c'est à la demande des services de l'État. Et pour l'instant, ce sont les services de l'État qui bloquent le dossier pour permettre de faire l'évolution, donc pour pouvoir réaliser les choses qu'il y a à réaliser. Donc vous voyez, il y a un petit... Mais ça, Madame le sous-préfet est tout à fait consciente de ce chose-là et met en exergue, justement vis-à-vis de ses services, cette contradiction qu'il peut y avoir donc, de la part de l'État et travaille dans ce sens-là, si ça peut vous rassurer. Ça marche. Voilà. De toute façon, faut Non, toujours... mais je l'espère. Pour tout, faut toujours se battre, Non, mais monsieur maintenant, Nolot. on sait Voilà. ce que c'est que voilà, d'être en Natura 2000. On connaît les inconvénients. Donc, Ah ben, ça fait quelques années que je les connais, ça, vous savez, malheureusement. Parce que la moitié de notre territoire est en Natura 2000, ce qui nous bloque quand même notre développement quelque part. Oui, monsieur. Oui, les travaux envisagés par Eurial sont pour faire mieux que ce qui existe actuellement en Natura 2000 avec les lagunes. Je ne vois pas pourquoi il y aurait opposition à faire mieux que ce qui existe maintenant. C'est tout bête. C'est tout simplement parce que, si vous voulez, ils vont réduire la surface de leurs lagunes en remettant d'ailleurs à la nature un certain nombre de surfaces. Et ils emploient pour ce faire des pompes et des aérateurs qui sont plus modernes et plus puissants pour répondre aux préconisations justement qui sont demandées par les services de l'État. Mais les bâtiments dans lesquels se trouvent les moteurs de ces pompes et les directions de ces pompes font une certaine surface et une certaine hauteur, qui sont d'ailleurs en plein milieu des lagunes. Ce que veut faire aujourd'hui Eurial, c'est de les déplacer dans un endroit qui est moins visible, donc amélioration en plus de l'environnement du point de vue visuel, et on détruit un certain nombre de mètres carrés, on en reconstruit un certain nombre de mètres carrés, plus 20 mètres carrés. Et c'est ces plus 20 mètres carrés qui posent un problème donc aux services environnementaux. Donc voilà, il faut qu'on règle ce problème de plus 20 mètres carrés, alors qu'on va rendre à la nature une certaine surface. Ça fait partie des aberrations des règlements. Bon ben voilà, c'est la raison pour laquelle moi je reste assez je optimiste. voulais répondre à M. Rio. Ouais. Il y a quand même triplement de la production. Donc, je suppose que les capacités de traitement des eaux ne doivent pas être adaptées. Si vous voulez, alors je suis d'accord avec Par vous. rapport aux travaux, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, si ce n'est qu'on a aujourd'hui un outil qui est ancien, et que nous avons la capacité, avec des outils qui sont des outils plus récents et plus modernes, d'avoir un rendement qui est bien supérieur et qui va améliorer, malgré l'augmentation de la production donc des déchets, qui va améliorer la qualité donc, des produits. Le problème n'est pas un problème, si vous voulez, d'environnement au sens qu'on abîme la nature, c'est tout simplement au sens de la création des bâtiments. Donc le problème, c'est ces 20 mètres carrés là, qui ne sont pas réglementaires. Mais comme vous le disiez justement tout à l'heure, et là je vous rejoins à 100%, pour pouvoir faire ça, il faut une étude d'impact. Et cette petite blague va nous coûter entre 8 et 9 000 euros. Bah, voilà, je suis désolé, mais pour 20 mètres carrés, ça va nous coûter 8 à 9 000 euros. Donc voilà, c'est ça dont moi j'ai marre. Hein. J'en ai marre. On en a par-dessus la tête. Alors qu'on va améliorer les conditions environnementales, tant visuelles que de rejet dans la nature, qu'on va remettre une partie donc, des lagunes à la nature. Il faut quand même faire un impact environnemental. En plus, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il faut faire l'impact, puisque c'est la règle. Ben voilà, ça nous coûte 8 000 à 9 000 euros. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, donc on va s'y mettre. Et là-dessus, je pense que du fait de la volonté de la sous-préfète et du fait qu'on va faire les choses dans les règles, ben on aboutira. Je serais très surpris qu'on n'aboutisse pas. Voilà. D'autres remarques ou questions ?
Donc sur le retrait de cette délibération, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Vous retirez une délibération que vous n'avez pas votée? C'est sympa. Non, c'était une boutade.